Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un projet en ce qui concerne le développement agricole du Burkina Faso. On en parle avec notamment un gestionnaire de ce projet-là. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Aujourd'hui également, vous aurez l'information comme chaque matin et nous serons avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité pour nous. Et donc, plus tard également, on parlera esthétique avec Biba Traoré et on va parler également des éphémérides avec Francis Emmanuel Zango. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Chaque matin du lundi au vendredi, nous vous disons bonjour. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant. C'est la première rubrique qui nous amène à Bagré. On part à la découverte, disons, des potentialités de Bagré Pôle. Et pour notamment Bagré, cette semaine, nous allons aujourd'hui écouter le premier témoignage. On va aller au barrage hydroélectrique de Bagré Pôle. Donc, on vous invite à écouter un des responsables de cette structure. Nous avons un barrage qui a une capacité de 1,720 milliard de mètres cubes d'eau avec une superficie de 28 500 hectares. Donc la longueur de la digue, ça fait 4,5 km et la hauteur de la digue, ça fait 41 mètres. La construction du barrage a commencé en 1989 et la mise en eau a eu lieu en juillet 92. Et le premier service a été mis en service en février 93 et le deuxième groupe en avril 93. Donc, au fait, c'est le Nakambe qu'on a juste barré pour avoir cette retenue, l'ex-Vota Blanche. Donc, c'est un barrage qui a 12 vocations. La première vocation, c'est l'agriculture, puisqu'il faut que les gens doivent bien se nourrir. Donc, l'agriculture est prioritaire. Et en second lieu, c'est l'électricité. Donc, ça veut dire que si nous on produit l'électricité, quand on atteint la cote 226,70 mètres, on a de la production d'électricité au profit de l'agriculture. Donc, c'est l'agriculture qui est prioritaire. Donc, vous allez voir que actuellement, nous sommes en saison pluvieuse, nous sommes en train d'évacuer. Donc, à partir de là, nous avons deux rives, la rive gauche et la rive droite, en fonction du centre d'écoulement de l'eau. La rive gauche qui a un débit de 28 mètres cubes secondes et la rive droite qui est de l'autre côté qui a un débit de 10 mètres cubes secondes. Et nous avons deux évacuateurs de crues pour pouvoir évacuer le trop plein. Donc, on a un évacuateur de crues à 4 vents segments motorisés qui a un débit de 2815 mètres cubes secondes avec une longueur de versant de 72 mètres. On a un autre évacuateur, par exemple, à seuil libre, qui a une longueur de versant de 175 mètres avec un débit de 1249 mètres cubes secondes. En ce qui concerne, par exemple, la production d'électricité, nous avons deux groupes de 8 MW, dont les deux font 16 MW. La longueur de la conduite forcée, ça fait 65 mètres, avec un diamètre de 4,5 mètres. Donc, chaque groupe a un débit de 40 mètres cubes secondes. Donc, à la sortie de chaque alternateur, on a des 6600 volts qu'on élève. On a un poste source, on va élever à 132 000 volts qu'on va transporter jusqu'à Ouadou pour les utilisateurs. Ce matin, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Actualité marquée forcément par ce message du président du Faso, donc à l'occasion de la montée des couleurs. Alors, mais avant de développer ce sujet, on va découvrir les titres d'abord. Tout à fait. Parcourons donc les titres de la presse burkinabé. Nous commençons par les journaux, les quotidiens. À la une du quotidien, affaire Lazare Bansé Kamomalo, le procès renvoyé au 9 février 2026. Construction de l'autoroute Ouagabobo, nous allons finir dans un délai que personne ne va croire. Le capitaine Ibrahim Traoré. Renforcement du rôle stratégique des médias de l'AES. Notre histoire commune doit être contée par nous et non édictée par d'autres. Pengwende Gilbert Ouedraogo. Professeur Marcel Ouedraogo, pneumologue. Toutes les difficultés respiratoires ne sont pas liées à l'asthme. Place à présent au journal Sidoya. À la une de Sidoya, carnet santé, l'abcès dentaire non traité peut provoquer d'autres infections. Musée national, le maillot de champion du monde de Hugues Fabrice Zango entre dans l'histoire. Trait de plume, nos données rentrent à la maison. Action humanitaire, le Premier ministre invite les CICR à s'aligner sur les priorités nationales. Département des sports, de la jeunesse et de l'emploi, la ministre Annick Pikbougoum prend contact avec ses hommes à Banfora.
Le président dit Faso à propos de la conquête du territoire. Il y a des zones où nous avons déjà atteint les limites de la frontière. Confédération AES vers un renforcement du rôle stratégique des médias. Encadrement civique et patriotique, le gouverneur Somdo supervise les activités dans les Nakambé. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays, à la une du pays. 4e édition de la nuit des acteurs culturels. Il n'existe pas de souveraineté durable sans souveraineté culturelle, dit le ministre chargé de la Culture Gilbert Ouedraogo. Procès Lazare Bansé contre Kamou Malo et Kader Traoré, les dossiers renvoyés au 9 février prochain. Le président du Faso aux serviteurs du peuple, nous allons mettre les pleins gaz en 2026. Histoire énigmatique, le message sanguin sur la porte. Vie en société, la solidarité, une valeur en péril, s'interroge les journaux Actu Sport. Maroc après ces accusations, le Sénégal attaqué devant la CAF et la FIFA. Révélation, classement des puissances militaires en Afrique, le Burkina Faso en est net progrès. Renseignement et anticipation des menaces, le message de la gendarmerie nationale. Terminons par le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, la banque postale du Burkina Faso, soirée illuminée pour célébrer un trophée. Montée des couleurs à la présidence. En 2026, nous allons mettre plein gaz, capitaine Ibrahim Traoré. Lutte contre le tabac, fumer, c'est comme fait un barbecue de son cœur. Adissa Ouedraogo de la direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé. Conférence publique de soutien patriotique. Nando sonne la grande mobilisation. Affaire Lazare Bansé contre Kamou Malo et Kader Traoré. Le procès va se jouer le 9 février. Visite Ousmane Sonko au Maroc. Le ballon rond au centre du terrain diplomatique. Seydou Kone Cercueil. Des tacles meurtriers redoutés des attaquants adverses. C'est à lire dans la lucane des anciennes gloires. Pèlerinage à la Mecque. Visite d'aptitude obligatoire. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On revient sur notamment le sujet principal développé par les unes aujourd'hui, notamment le message du président du Faso à l'occasion de la montée des couleurs. Absolument. Il faut donc dire que nous sommes maintenant coutumiers des messages avec des mots simples du capitaine Ibrahim Traoré, mais des mots simples qui regorgent de sens sublime. Et quand la parole quitte le cœur, elle rentre dans le cœur. Mais quand la parole se limite, n'est-ce pas, aux lèvres, alors elle ne dépasse pas les oreilles. C'est pour dire que le discours d'hier a particulièrement émerveillé les Burkinabés. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, bien parler fait rire, mais bien faire fait taire. Quand on voit les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré dans un laps de temps très court, alors on se demande pourquoi il n'était pas venu avant. Le projet sur lequel je vais beaucoup m'attarder, c'est bien sûr l'autoroute Ouaga-Obo. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas vu par rapport à ce projet? Lui-même, il a dit, quand il est arrivé, il a vu le projet, il a trouvé le projet, on a dit que pour faire cette autoroute de 2x2, il fallait déposer plus de 1032 milliards. Sur 10 ans. On va endetter les générations présentes et futures. Et quand on fait une autoroute 2 voies fois 2, ça veut dire 2 fois 2, donc ça veut dire en réalité que ça va être dépassé dans un laps de temps relativement court. Or, avec l'ambition qu'il a, il veut des infrastructures qui vont faire 30, 40, sinon plus. Il a demandé à ce qu'on propose une offre pour 4x2, comme le projet actuel, où on parle de 3 000 milliards, etc. Et la réponse a été claire. On a décidé de construire cette autoroute nous-mêmes. Ça veut dire que le Burkina Faso a déjà mobilisé tout ce qu'il faut. Plus de 100 bulldozers actuellement travaillent sur le terrain, commencer le travail de nettoyage, et finalement, dans peu de temps, apparemment, d'après ce qu'il a dit, le 15 février, cette première étape doit être terminée. Donc, c'est pour dire, quand nous sommes convaincus de notre idée, quand nous avons des collaborateurs qui comprennent et qui sont également portés sur le même regard, avec la même vision,
nous pouvons faire des grandes choses. Et en révolution, il faut avoir des ambitions démesurées. Parce que on a coutume donc de dire que c'est un grand projet, etc. Est-ce qu'on aurait les moyens? En révolution, on ne se pose pas de questions, est-ce qu'on a les moyens? D'abord, est-ce qu'on a l'ambition? Est-ce qu'on a la volonté? Parce que les moyens, ce sont les hommes qui mobilisent les moyens. Mais si déjà, vous avez des ambitions à la baisse, vous avez une vision qui ne dépasse pas le bout de votre nez, ça veut dire que vous n'allez pas vous donner les moyens de mobiliser autant de ressources pour pouvoir mettre en application votre vision. Donc, avec le capitaine Ibrahim Traoré, ce sont des projets gigantesques, ce sont des projets qui vont pas seulement profiter à la génération actuelle, mais à des générations et des générations pour le Burkina Faso. Et je ne vais pas revenir, parce qu'on n'a pas assez de temps, sur les grands chantiers qui attendent le Burkina Faso en 2026. Bientôt, alors, la brigade Faso Mebo, qui est devenue maintenant une agence Faso Mebo, la brigade va se déporter sur d'autres chantiers, parce que l'idée, c'est de relier toutes les 17 régions du Burkina Faso par du bitume. Au moins 2 fois 2. Ça, parce que, comme vous le savez très bien, les routes du développement passent par le développement des routes. Si vous n'avez pas d'infrastructure routière, alors vous ne pouvez jamais prétendre effectivement au développement. Sans oublier que quand on va mettre en place ces réseaux routiers denses pour tous les Burkina Faso, ça va non seulement contribuer à lutter efficacement contre les terroristes, avec par exemple les poses de mines, etc. Si vous avez des bitumes, alors ça veut dire que ce travail-là ne pourra plus être fait par les terroristes. Et ça va également booster les activités économiques. Ça va permettre aux producteurs qui sont dans les villages, qui sont dans les zones reculées du Burkina Faso, de pouvoir écouler facilement leurs marchandises. Donc, c'est des grands projets. Nous n'allons pas, donc, comme je l'ai dit, revenir sur tout ce qu'il a dit, mais tenez-vous bien que le cap de 2026, comme il a pris une métaphore aéronautique pour dire on va mettre plein les gaz et qu'on va atteindre un niveau où on parle de V1, ça veut dire qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Quand un pilote arrive à ce stade-là, il faut qu'il manœuvre pour faire le décollage. Et ça me rappelle une autre métaphore de Thomas Sankara, qui disait que la révolution allait opérer des virages. Il y a des gens qui vont tomber. Sankara a pris une métaphore automobiliste, et eBay a pris une métaphore aéronautique. Et l'idée, c'est que nous avançons, nous ne reculons pas. Oui, ce côté-là, cet aspect aussi a marqué mon attention. Il a dit, pendant qu'il parle, nous, on crée des usines, on construit notre pays. Donc, laissez-les parler, et nous, c'est sa force, en fait, c'est sa force. On transforme le Burkina. Malgré ce que les gens racontent, les inepties. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on ne pouvait pas passer une semaine, un mois sans entendre une ONG dire il y a des bavures qui sont commises par le FDS, par le VDP, des exactions, etc. Mais ils ont su qu'en réalité, tout ce qu'ils disent en réalité ne peuvent pas entamer la volonté du peuple burkinabé d'écrire son histoire, d'inscrire son nom dans le Conseil des nations qui travaillent, qui luttent pour leur émancipation. Après tout, qu'est-ce qu'on a demandé? On n'a rien demandé à personne. On est là. On veut travailler pour développer notre pays. Est-ce que ça pose problème? Pourquoi vous vous occupez de vos histoires, de vos pays là-bas? Nous aussi, c'est ce que nous voulons faire. Donc, je pense qu'ici, les gens ont compris. Les gens ont compris et ils sont plus manipulables. Le message est passé, Elhadj. Merci bien. Alors, sur la pensée et le proverbe du jour, signé le PCA, donc le président du conseil d'administration, Elhadj Boubacar Zidadi Sidnaba. La pensée du jour, d'abord, c'est une longue pensée, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'homme rencontre toujours 2 magasins sur son chemin. Le premier est celui de Satan, sans porte à l'entrée. On y trouve des articles à bas prix, la méchanceté, la calomnie, le mensonge et le vol. Le second est le magasin de Dieu, dont la porte est bien fermée, et ne s'ouvre qu'avec la clé de la tolérance. Les articles y sont coûteux, mais ils s'échangent contre le pardon et la prière. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une pensée très profonde du PCA Sidnaba qui nous gratifie chaque matin du lundi au vendredi avec ses proverbes, avec ses pensées qui sont, comme je l'ai dit la fois passée, la somme de son expérience. Son expérience à la fois personnelle, professionnelle
la somme aussi de ses lectures. C'est que les gens ne savent pas, c'est un grand lecteur, c'était quelqu'un qui lit, pas seulement dans les livres, mais aussi dans la vie. Et quand il vous donne cette pensée, c'est apprendre à consommer sans modération. Heureusement qu'aujourd'hui, on a constaté que la pensée a été expliquée par lui-même. Ça veut dire qu'en réalité, avec des exemples très concrets. Donc, il y a deux aspects qu'il faut voir. Il y a le bien et le mal. C'est ça. Et chaque fois, le mal, quand vous regardez le mal, il dit en réalité que c'est quoi? C'est à bas prix. Ça veut dire que pour faire le mal, c'est facile. C'est facile, c'est simple. Quand vous voyez des gens assis qui se mettent à critiquer des gens, ils arrivent facilement à entraîner tout le monde, à calomnier, à faire des injures, à faire des mensonges. Donc, je dis c'est plus facile en réalité. Ouais. Mais quand vous voulez dire, ok, concentrez-vous sur votre vie, concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur votre famille. Ça demande plus d'efforts. Ça demande plus d'efforts. C'est pourquoi il a dit que ces articles-là, et le premier magasin qui est le magasin de Satan, c'est facile, les articles, c'est moins cher. Parce que il y a un peu de passion dedans. Comme il y a la passion, bon, facilement ça vous entraîne. Par contre, l'autre aspect, le magasin de Dieu là, du bien là, c'est ça. Ça demande un peu d'effort. La prière, la tolérance, le pardon, surtout le pardon, parce que ça fait mal en fait. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu dois ruminer ça, laisser tomber, vraiment ce n'est pas facile. Voilà, comme je l'ai dit, et ça nous permet d'avoir un regard panoramique sur la vie et de nous faire une bonne philosophie de la vie. D'accord. Et le proverbe du jour maintenant, ça me fait ça me fait sourire. Le PDG pense que, bon, pourtant les femmes souvent, quand vous les comprenez, elles peuvent être douces. Mais est-ce qu'on peut comprendre les femmes? Bon, il faut s'y faire. Bon, néanmoins, il faut essayer. On va écouter le proverbe. Le proverbe du jour: demander pardon à une femme énervée équivaut à plonger dans une piscine sans eau. Quel risque de plonger dans une piscine sans eau? Ça veut dire que c'est la mort assurée, ou au moins des blessures. C'est ça. Voilà, c'est pour dire en réalité que... Difficile, hein? Oui. Mais bon, ça, pour nous les hommes, peut-être on va essayer de dire aussi que nous on pense de ce proverbe. Mais seules les femmes peuvent véritablement répondre à cela. Pourquoi? Mais il y a un aspect humain qui unit et la femme et l'homme. C'est quand on est en colère, on n'écoute plus en fait. C'est vrai. Voilà. Parce que, contrairement à l'homme, la femme veut toujours avoir raison, même si elle a tort. Parce qu'elle estime en fait que c'est toi qui dois faire le pas. Même si elle a tort, le fait même que tu ne viennes pas demander pardon, là, c'est un problème. Et si elle est en colère, la femme peut se mettre en colère parce que, justement, tu n'as pas su qu'elle est en colère. C'est vrai. Oui, parce que, voilà, toi, tu es submergé par ton travail, par d'autres pressions de la vie. Pour elle, le fait même d'être dans un état, et l'homme ne demande pas est-ce qu'aujourd'hui ça va. Tu ne te rends même pas compte qu'elle est fâchée, elle est énervée. C'est ça qui peut même l'énerver plus. C'est vrai. Voilà. Donc je pense que je ne suis pas femme, mais je confirme. Là, voilà, très bien. On peut bouder pour le fait que l'homme, pour rien, et puis l'homme n'est pas au courant. L'homme n'est pas au courant. Parce que l'homme, en fait, en plus de s'occuper de toi, s'occupe aussi d'autres choses. Voilà, de son travail, des enfants, de l'avenir. Il réfléchit en fait. Voilà. Et il peut être plongé dans une réflexion et qui fait qu'en réalité, voilà, il ne s'intéresse pas qu'il fait exprès. Non, lui-même, il est submergé. Voilà, il est sous pression. Donc, il peut ne pas prêter attention à un petit détail. Le fait même que souvent la femme change de coiffure. Si l'homme ne remarque pas le changement de coiffure, là, problème, hein? Ça peut la mettre en colère. Et que si l'homme ne comprend que c'est pas parce que il n'a pas prêté attention à cela, ça peut encore créer. Donc, comme l'a dit le PCA, voilà, vouloir demander pardon à une femme qui est en colère, c'est comme si vous plongez dans une piscine sans eau. Avec les risques. Il y a beaucoup de risques dans l'aide. Il y a plus de risques même qu'autre chose. D'accord. Ce sont nos mamans, mais on va quand même demander leur clémence parce qu'on est condamné à vivre ensemble. Oui, c'est ça. Un homme ne peut pas vivre sans femme
Et je pense qu'une femme aussi ne peut pas vivre Bien sans sûr, homme. naturellement. Voilà. Et je sais que Elage a donné ce proverbe-là aussi pour conseiller, parce que souvent, effectivement, on ne parle pas assez, on boude dans notre coin, et puis voilà. Mais ne vous en faites pas, ça va passer, comme on le dit. Ouais. Et c'est pour ça aussi, certains hommes ont l'habitude de fuir la maison quand elle... C'est pas la bonne solution. Bon, peut-être, moi je pense que c'est bon. Pour que la tension baisse. Oui, Et moi puis après, on je suis revient. de ceux qui pensent Voilà. que c'est bien souvent d'aller Parce que se moi, ce cacher que je ne quelque tolère part. pas, quel que soit ce que la femme fait, l'homme ne doit pas l'insulter, il ne doit pas porter la main sur elle. Voilà, donc Voilà. vaut mieux sortir Parce- souvent. Tout à fait. Merci beaucoup Elage pour les explications. On dit merci aussi à Elage. Mais si on sort, on peut ne pas revenir. Vous allez revenir toujours, terminus, comme on le dit souvent. Alors, merci Elage et merci à Elage Boubacar Zidadi Sinaba, PCA de Savane Média pour ses pensées et proverbes. Maintenant, nous allons parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure. Nous recevons ce matin M. Songba Edmond Rwamba du CIRAD, entendez par là le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il est par ailleurs le gestionnaire du projet dénommé Intensification de la production agricole par la mise à l'échelle de pratiques technologiques d'irrigation innovantes et adaptées. Bonjour à vous, Monsieur Rwamba. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau pour nous présenter votre structure, mais surtout aussi pour nous parler de ce projet-là. On se rappelle que vous avez organisé d'ailleurs un atelier avec les journalistes pour parler plus de ces techniques d'irrigation innovantes que vous avez expérimentées avec donc, les producteurs agricoles. Alors déjà, pour commencer, le CIRAD, présentez-nous ce centre. En fait, le CIRAD, c'est le centre de recherche en agronomie. C'est un centre français voilà, qui existe au Burkina Faso depuis pas mal d'années maintenant. Ok. Et nous travaillons surtout dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé des plantes. Et il y a plusieurs chercheurs qui travaillent à travers différents projets comme ça au Burkina Faso et dans plusieurs pays de la sous-région. Et notre direction régionale se trouve à Dakar. C'est un centre qui est plus dans la formation ou Non, c'est plus dans l'expérimentation? Dans l'expérimentation, Ok. mais nous contribuons aussi à former des chercheurs, voilà, avec des partenariats avec les universités publiques et privées aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, parlons maintenant de ce projet. Vous êtes gestionnaire d'ailleurs du projet sur les technologies d'irrigation innovantes et adaptées. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par technologie d'irrigation innovante? Ça veut dire quoi concrètement? Alors, vous savez, le projet IRIN, il est né en 2021, il a commencé en 2021 de l'initiative de l'Union européenne qu'on appelle Initiative DESIRA. Alors, c'est un projet qui est né dans la vision de permettre aux paysans d'accéder à des technologies qui semblent en fait lointaines. Pourtant, c'est des actions que ces paysans-là mènent au quotidien, mais comment structurer cela pour leur permettre de faciliter en fait l'acquisition de ces technologies-là par leurs propres moyens et à travers des partenariats que nous avons permis de concevoir entre les paysans et les fournisseurs de solutions d'irrigation. Alors, ce projet, il était d'abord pour 4 ans. Ok. Nous avons eu une prolongation d'un an supplémentaire, donc on est passé à 60 mois. Et il a pris fin en décembre dernier. Et ce que nous avons pu expérimenter, ce sont des solutions d'irrigation, mais deux types d'irrigation. L'irrigation à travers les pompes solaires, les kits d'irrigation solaire, et l'irrigation de complément. Il faut entendre irrigation de complément, l'irrigation qu'on fait pendant la saison des pluies. Donc, pendant la saison des pluies, il arrive qu'on a des poches de sécheresse. Comment faire en sorte que les plantes continuent de vivre pendant cette poche de sécheresse-là en attendant une prochaine pluie. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là que le projet il est né. Mais c'est la recherche et le développement. Et le volet recherche analyse en fait toutes ces interactions pour voir qu'est-ce qui facilite l'adoption de ces innovations-là dans le monde agricole. Il s'est agi de quoi sur le terrain avec les producteurs? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors, quand on prend le volet, par exemple, des BCR, les BCR, c'est les bassins de collecte des eaux de ruissellement. Dans ce volet... On va voir les images certainement, hein, D'accord. nous étayer davantage. Donc, Ok. vous parlez des bassins. Voilà, donc pour les bassins, il s'agit en fait de collecter l'eau de ruissellement dans un champ. Et les dimensions du bassin, c'est du 13 mètres sur 8.
voilà, avec 1,5 m de profondeur. C'est de collecter ces eaux de ruissellement-là dans un champ et permettre aux producteurs, lorsque il y a une poche de sécheresse, qu'ils puissent puiser cette eau pour irriguer en attendant qu'il pleuve. Alors, c'est parce qu'on a constaté que les poches de sécheresse, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, souvent même 1 mois. Et en ce moment, pour une petite goutte d'eau manquée à la plante, on perd toute la récolte. Donc, l'initiative de ce projet-là, c'est de pouvoir... En fait, ces bassins même existaient déjà, mais nous, on avons constaté que le problème majeur de ces bassins-là, c'est comment faire en sorte que ces bassins retiennent l'eau pendant longtemps. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il pleut, il pleut, le bassin collecte l'eau, mais dès qu'il y a une poche de sécheresse, l'eau aussi est partie dans le bassin. Donc c'est des techniques. Voilà. Donc le projet est venu pour voir comment est-ce qu'on va faire pour imperméabiliser ces bassins-là, pour permettre aux producteurs de l'utiliser sur toute la durée de la poche de sécheresse, en attendant encore une prochaine pluie. Donc ça, c'était le premier volet sur le terrain qu'on a fait avec les BCR. Pour le deuxième volet, c'était les kits d'irrigation solaire. Alors, les kits d'irrigation solaire, comment faire pour que le paysan, on avait une vidéo, vous voyez, les paysans, ils tirent l'eau à la main, et à cause de ça, ils ne peuvent pas exploiter de grandes surfaces. Et c'est très fatigant, parfois il faut se lever très tôt pour aller le faire, pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Donc, avec l'énergie solaire, il suffit d'attendre la période où il y a suffisamment, pas forcément suffisamment de soleil, parce que l'énergie solaire ne demande pas forcément la forte chaleur. Voilà, donc dès qu'il y a le soleil, il va enclencher seulement un petit bouton et il va irriguer son champ, et pendant ce temps, il peut vaquer à d'autres occupations. Donc c'est sur ce volet-là aussi que nous avons travaillé dans le cadre de ce projet-là, et pour permettre aux paysans de souffler un peu et de mener d'autres activités. Mais c'est des choses qui existaient déjà. Mais qu'est-ce que le projet apporte de nouveau? Dans ce volet de pompe solaire, ce que le projet apporte de nouveau, c'est comment faire en sorte que le paysan puisse acquérir cette solution d'irrigation, parce que ça reste quand même cher. Ça reste quand même cher. Donc, le projet est venu avec un mécanisme. Et ce mécanisme consiste à permettre aux paysans et aux fournisseurs de solutions là d'être en contact. Et ce contact va leur permettre d'acquérir la solution et de payer sur une certaine durée le prix de la solution. Et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai, le projet a subventionné pour tous ceux qui ont bénéficié de l'appui du projet. À combien %? Alors, on a fait une première phase. La première phase, c'était les tests. On a testé différentes solutions où on a permis aux paysans de dire, moi j'aime ça, moi je n'aime pas ça. Voilà. Et ces solutions-là, c'était ce qu'on appelle des bandes d'aspersion. C'était du goutte à goutte et c'était du semi-californien. Ça, ce sont les tuyaux qu'on place dans le champ pour permettre l'irrigation. Et les pompes qu'on utilise, il y a des pompes de surface qu'on peut mettre dans des barrages ou des puits moins profonds. Et on a aussi des pompes immergées où on met dans des puits qui sont un peu plus profonds. Alors, on n'a pas fait de forage pour les gens. On n'a pas fait de forage. On a fait un seul forage pour un groupement de femmes. Mais on peut trouver des gens qui utilisaient déjà des petits puits. Et ce sont ces puits-là qu'on essayait d'équiper pour leur permettre de travailler, même s'ils ont un puits. Voilà. Donc, et la première phase, c'était les phases tests. On a subventionné à 90%. Ça, c'était juste parce qu'on voulait voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Et ça, on a travaillé avec 11 paysans. Et la deuxième phase, quand on a sélectionné les solutions, on a retenu 3 solutions avec des coûts allant de 900 000 à 1 200 000. Et pour cette deuxième phase, quand le paysan choisit la solution qu'il préfère, on subventionne à 70%. Ok. Les deux solutions qui ont été subventionnées, s'agissait de quoi? Les bassins ou Non, pour les bassins, c'est différent. Okay. Ça, c'est uniquement au niveau des pompes qu'on avait 3 solutions. La première solution, c'est une pompe de surface avec toute la tuyauterie et tout le travail d'installation qui va être fait sur le terrain. Et aussi, sur 2 années, le fournisseur doit suivre ce qu'il a installé. Et ça permet aussi, pendant ces 2 ans, aux paysans de pouvoir payer en fait le reste du coût de la solution. D'accord. Voilà. Donc, et la deuxième solution, c'était une pompe immergée avec aussi des tuyaux qu'on appelle, l'installation, on appelle ça le semi-californien. C'est ça qu'on installe sur le terrain. Et la troisième solution aussi, c'est d'autres types de tuyaux qu'on appelle le tuyau flexible. Ça, on permet aux femmes là de tenir le tuyau comme ça pour arroser son champ. Voilà.
Donc ce sont ces 3 types de solutions que les paysans ont validées et ce sont ces solutions-là que nous avons subventionnées à hauteur de 70%. Et le paysan, il envoie d'abord 7% pour avoir la solution installée dans son champ. Le projet paye les 70%. Le fournisseur va encaisser les 23% sur 2 ans. Ok. Voilà. Et on est passé à une 3e phase. Et cette 3e phase, on a diminué le taux de subvention, on est passé à 50% de subvention. Mais il faut dire que d'une année à une autre, les solutions peuvent changer parce que les prix peuvent augmenter. Vous voyez, souvent aussi ça peut diminuer, ça dépend. Voilà, donc on revoit encore avec le fournisseur à combien est-ce qu'il peut faire cette solution-là. Et c'est sur la base de ça que... J'aimerais qu'on revienne à ces bassins dont vous parlez, ces bassins de retenue d'eau en saison pluvieuse, hein, vous avez dit. Ça veut dire que c'est une technique que vos équipes ont, notamment de pouvoir réaménager ces bassins-là ou aménager ces bassins pour des champs où il n'y en avait pas du tout, pour pouvoir retenir l'eau de pluie. Et au cas où il y a une période, 1 semaine, 2 semaines où la pluie ne tombe pas, au moins l'agriculteur, le producteur a de l'eau à côté pour pouvoir arroser et puis voilà, irriguer son champ. Donc voilà, on voit en image justement à quoi ça peut ressembler. Ça c'est peut-être le début des... Oui, ça c'est un bassin qu'on est en train de réhabiliter. Vous voyez, on a mis un sachet noir avec des moellons, ce sont les cailloux sauvages là. Et après, excusez-moi, si on passe à d'autres images, vous allez voir qu'on a mis du ciment, on a totalement fermé voilà, le bassin. Ça permet que quand l'eau va descendre, quand l'eau va rentrer dans le bassin, l'eau ne puisse pas s'infiltrer rapidement. D'accord. Alors, ces bassins, en fait, ils existaient déjà à travers d'autres projets, à travers des initiatives du ministère de l'Agriculture. Dans les années, il y a plus de 10 ans déjà, il y a très longtemps que ces bassins existent déjà sur le terrain. Nous, au début, on devait installer ces bassins-là dans la région du Nord, dans les zones où il y avait vraiment ce grand besoin-là. Mais pour des questions sécuritaires, quand on lançait le projet, on était obligé de revenir un peu en fait autour de Ouagadougou pour pouvoir faire le travail. Mais autour de Ouaga, on a constaté qu'il y avait des bassins qui étaient là et qui étaient abandonnés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a posé la question aux gens, pourquoi vous n'utilisez pas ces bassins? La réponse était tout de suite, l'eau ne reste pas dans le bassin, il ne nous sert pas. Donc, il fallait trouver la solution. Il fallait trouver la solution pour pouvoir retenir l'eau. On a même soutenu une thèse, voilà, dans cette méthode-là, les différentes méthodes. La thèse a permis de voir différentes méthodes pour imperméabiliser ces bassins-là. Voilà. Ça répond à quel besoin en fait? Qu'est-ce qui est bénéfique pour le producteur, que ce soit pour ces bassins pendant la saison pluvieuse, hein, vous avez dit, que ce soit donc les autres techniques d'irrigation, les autres solutions que vous leur proposez avec des subventions à l'appui? Qu'est-ce qui est bénéfique pour l'intérêt pour le producteur, l'agriculteur? En fait, tous les deux, c'est bénéfique. Parce que, par exemple, pour les pompes solaires, l'utilisation est maximum en saison sèche. Oui. Et pour les donc, bassins... plus utilisé en saison sèche pour les pompes. Et en saison des pluies, il faut utiliser les bassins. Donc, on a constaté que ce soit dans la production de céréales ou que ce soit dans la production des légumes, le producteur, il utilise soit les pompes solaires, soit le bassin. Mais il n'y a pas un producteur qui a bénéficié des deux. D'ailleurs, même quand on a mis en œuvre le projet, les sites des bassins sont différents des sites des pompes solaires. Voilà. Maintenant, vous avez dit que vous avez expérimenté, vous avez mis en place ce projet dans quelle localité? Alors, le projet a eu lieu à Tanguy-Dassouri et à Komsiliga pour ce qui concerne les kits d'irrigation solaire et à Koubri et Kombisiri pour ce qui concerne les bassins de collecte des eaux de ruissellement. Et à Kombisiri, on a une dizaine de villages. À Koubri, on a 2 villages. À Komsiliga, on a 2 villages. Et à Tanguy-Dassouri, on a 2 villages. Est-ce que les populations, les agriculteurs que vous avez approchés, tout de suite, ils ont répondu favorablement à ce projet? Il a fallu les convaincre. Est-ce qu'ils vous ont révélé des difficultés? Oui, absolument. Quand on commençait le projet, on a fait le tour de toutes les localités qui sont autour de Ouagadougou. Je pense qu'on a sillonné près de 12 à 13 communes, Pabré, Lumbila et tout ça. Et on a étudié les besoins des gens. Et c'est à partir de là, maintenant, on a sélectionné des villages où on a dit, bon, on va tester les solutions chez vous, on va commencer avec vous pour voir ce que ça donne.
Et on espérait même avoir une phase 2 du projet et puis étendre en fait voilà, les solutions à d'autres localités. Mais bon, malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore eu de financement pour une phase 2. Voilà, donc nous, on espère vraiment que tout ce qu'on a expérimenté, tout ce qu'on a eu comme leçon, voilà, d'autres projets ou bien le ministère pourra s'appuyer sur ça et aussi déployer des solutions en faveur des populations. Donc, les difficultés, ils nous ont énoncé beaucoup de difficultés, même des difficultés liées à l'accès au marché et des choses comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a mis en place aussi ce qu'on appelle des plateformes d'innovation. Alors, ces plateformes d'innovation, ce sont des cadres d'échange où paysans, chercheurs et fournisseurs de techniques d'irrigation et microfinance et les agents techniques d'agriculture, les mairies, ce sont des cadres où tout cela se retrouve et ils discutent des problèmes liés au développement de leur activité dans leur localité. Donc, quand on prend par exemple à Tanguay-Dassouri, vu que là-bas, nous, on a mis le projet là-bas avec les kits d'irrigation solaire, les gens vont se rencontrer là-bas. Quels sont les problèmes que nous vivons dans l'irrigation de nos cultures, surtout avec les pompes solaires? Quels sont les problèmes que nous vivons et quelles solutions nous pouvons trouver? Donc, chaque jour, ils peuvent avoir un thème spécifique de discussion et en fonction de ça, ils vont trouver une solution qu'eux-mêmes ils vont proposer. Et puis bon, s'il y a un projet pour les accompagner, tant mieux. S'il y a d'autres financements, bon voilà, ils vont s'appuyer sur ça. Ce qu'on constate aussi, M. Rwamba, c'est que les détenteurs de champs, là, ceux qui utilisent, qui font l'agriculture, souvent il y a ceux qui louent les espaces, qui louent les champs en fait pour la culture. Est-ce que pour quelqu'un qui a loué un champ, va accepter faire de l'investissement, peut-être se procurer d'une installation de pompe solaire ou se procurer d'une installation de bassin que cette personne va payer, alors qu'après, c'est pas sûr qu'après avoir payé, vous allez y rester longtemps. Si la personne, le propriétaire en question, dit qu'il a besoin de son champ, vous êtes obligé de libérer, alors que vous ne pouvez pas emporter le bassin déjà installé. Ouais. Là, vous mettez vraiment le doigt sur le thème d'une deuxième thèse du projet. D'accord. Voilà, on a une thèse qui étudie en fait justement quel est le lien entre le foncier et l'adoption d'une innovation. Voilà, parce qu'on a constaté effectivement que quand on prend l'exemple, je vous disais qu'on a fait le tour de certaines communes, quand on prend l'exemple de la commune de Lomila, les gens ont dit au début que bon, écoutez, nous, on est en majorité des locataires. Et en tant que locataire, nous, on ne peut pas se permettre d'investir autant sur un champ qui ne nous appartient pas. Parce que tout de suite, dès que tu vas avoir l'investissement, le propriétaire va se pointer et il dira que bon, lui, il veut travailler maintenant. Voilà. Donc, on a une thèse qui est en train d'étudier pour voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour permettre à des gens, même s'ils sont locataires, de pouvoir aussi investir. Peut-être qu'il faut, pour l'instant, la thèse n'est pas encore terminée, mais peut-être qu'il faut un contrat entre... Oui, proposer des solutions de contrat, pourquoi pas, des contrats, pourquoi pas, voilà, pour que si moi je suis locataire et que j'investis dans ton champ, que tu me donnes une certaine durée, par exemple, pour récupérer mon investissement avant que je te cède éventuellement le champ. Donc, ça c'est peut-être une solution que la thèse va nous dire à la fin. On espère que la thèse normalement doit finir cette année et on a même une troisième thèse qui traite aussi d'autres questions, les questions liées à la disponibilité de l'eau dans les nappes phréatiques quand on pompe avec le soleil. Donc en même temps, votre centre, c'est la formation, c'est pour ce type de projet et d'expérimentation sur le terrain, mais également des études derrière, à travers des thèses pour notamment sortir des solutions concernant l'agriculture. En tout cas, est-ce que c'est terminé, Karma? Parce qu'il y a eu la télé, comme je l'ai dit, vous avez rencontré les journalistes pour faire le point de ce projet. C'est fini? Est-ce que c'est terminé la première phase du projet concernant cette technologie d'irrigation-là? Oui, le projet est terminé, mais les acquis du projet demeurent en ce sens que et le mécanisme, par exemple, de financement que nous avons mis en œuvre pour l'acquisition des pompes solaires continue sur le terrain. Et la dernière fois, le fournisseur de solutions avec qui nous on a eu à travailler est venu, il a donné une communication lors de l'atelier où il a expliqué que il y a toujours des gens qui appellent, qui demandent. Donc, eux, et puis le paysan, le fournisseur et le paysan, ils trouvent la solution pour voir comment est-ce qu'il peut avoir la solution et comment est-ce qu'il peut payer, pendant combien de temps il peut payer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît bien
que ce soit un acquis qui demeure et qui se développe au fil des ans après le projet. Alors, les plateformes d'innovation aussi que nous avons mis en place, comme ce sont des cadres d'échange pour trouver des solutions, ces plateformes vont continuer à fonctionner. Alors, ils ont, par exemple, à Tanguy d'Assouri, ils ont mis en place des cotisations, des choses comme ça pour permettre à la plateforme de continuer à fonctionner. Et ça va permettre de discuter entre eux, de trouver des solutions. Et ça aussi, c'est un acquis du projet que nous saluons. Et nous encourageons vraiment les réalisations sont visibles sur le terrain. Oui, les réalisations sont visibles. Il y a des femmes qui ont pu se construire des maisons, s'acheter des motos, et qui accompagnent les époux dans l'éducation des enfants à l'école et tout ça. Et ça, c'est vraiment des choses que nous apprécions à leur juste valeur. Alors, les résultats aussi des recherches sont là. On a plus de je pense qu'on a 27 étudiants qu'on a soutenus en master et 3 étudiants en doctorat. Il y a une qui a soutenu le 12 décembre dernier et les 2 autres thésards doivent soutenir d'ici la fin de l'année. Et bon, tout ça, c'est des acquis du projet, même après le projet. Alors, le projet, il est terminé. Il est terminé au 31 décembre de l'année passée. Et bon, à part les acquis que nous espérons qui vont se perpétuer, bon, pour l'instant, on espère peut-être à une seconde phase. On ne sait pas si ça va venir. Mais bon, le projet, est-ce que le ministère de l'Agriculture a été impliqué dans ce projet? Il faut dire qu'au début même, ils font partie des concepteurs du projet. Voilà, à travers la DEGADI, qui faisait partie des concepteurs de ce projet-là. Mais bon, pour d'autres raisons administratives, ils n'ont pas participé à la mise en œuvre directe du projet. Mais lorsque nous travaillons sur le terrain, vous voyez, il y a des zones comme Silga ou Tanguy d'Assouri, quand vous partez, les paysans vous disent tout de suite, ah, est-ce qu'il y a mis à Kobnaba? Est-ce que vous avez vu Kobnaba? Si vous ne l'avez pas vu, responsables, voilà, ce sont les agents techniques de l'agriculture, du ministère là, qui sont détachés dans ces zones. Si vous n'avez pas travaillé avec ces personnes, bon, nous on ne peut pas vous écouter. Donc, même dans les communes, que ce soit à Kombisiri, que ce soit à Komsilga ou à Tanguy d'Assouri, nous avions même des points focaux. Mais comme c'est l'administration, ça bouge. Voilà, j'avais entendu dire par exemple que celui de Komsilga avait été affecté ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place, mais c'est ça. Nous avons travaillé vraiment. Il y a eu des facilitations pour pouvoir mettre en œuvre ces activités-là. Il fallait que les agents locaux du ministère de l'Agriculture puissent s'impliquer dans le projet. Donc, on avait des points focaux. Oui, ils étaient impliqués. Merci beaucoup, M. Rwamba. On a compris que ces techniques d'agriculture, d'irrigation, du moins, nouvelle technologie d'irrigation innovante et adaptées vont servir aux agriculteurs, aux producteurs. On va s'arrêter ici pour notre entretien de ce matin. Qu'est-ce qu'on espère, M. Rwamba, pour la suite, pour les agriculteurs, pour d'autres qui souhaiteraient bien sûr en bénéficier? Alors, pour d'autres qui souhaitent en bénéficier, je pense qu'ils peuvent toujours prendre contact avec notre partenaire APESI. APESI, c'est l'Action pour la promotion de l'entrepreneuriat et des systèmes d'irrigation. Je n'avais pas cité ceux qui ont mis en œuvre le projet, mais il y a l'APESI qui est là au Burkina Faso qui continue en fait à travailler avec les paysans sur lesquels, dans les zones où nous avons travaillé, que ce soit pour les BCR ou que ce soit pour les pompes d'irrigation solaire. L'APESI peut toujours les accompagner, peut toujours les informer, peut toujours leur donner des conseils ou leur donner des contacts vers qui il faut aller pour bénéficier de la solution. Et le mécanisme de financement, nous on a vu que les gens se sont appropriés cela et nous, cela nous plaît parce que même quand le projet était là avec la subvention, le fournisseur avait un contrat direct avec le paysan. Donc, ils font des choses sans que nous-mêmes ne soyons impliqués. Donc, quand c'est comme ça, on voit que même après le projet, c'est des choses qui peuvent continuer. Et c'est cela vraiment qui nous plaît. Et pour la suite, bon, on n'a plus de moyens de subventionner de nouvelles acquisitions de solutions d'irrigation. Mais au moins, on a quand même laissé quelque chose, des traces sur lesquelles les gens peuvent suivre et puis avoir des solutions qui soient adaptées à leur situation. Merci bien. Merci, je rappelle que nous recevions M. Songba Edmond Rwamba, donc du CIRAD, entendez par là le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Et nous avons parlé de pratiques technologiques, voilà, de nouvelles pratiques technologiques, donc d'irrigation innovante et adaptée. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause, on retrouve d'autres invités après.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. À côté. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion? Pour enfin passer à côté de la chose. Oh, Nayi Sida. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion. Non, c'est mon sac. Quoi? Ça, attends. C'est ton quoi, hein? C'est mon sac. Mais comment le sac d'un écolier peut quitter son dos, tomber sans qu'il ne sache? Bon, quand j'ai passé là, c'est tombé. C'est tombé? Oui. Tu as des preuves? Oui, vous pouvez vérifier. Mon cahier là-dedans, il y a mon nom dessus. D'accord. Non, attendez. Tu as dit que c'est ton sac, non? Oui. Eh ben, on va vérifier. Venez, je vais vérifier. Non, ça va. Je vais vérifier. Ah. Qui a mis ça là-bas? Hein? C'est ton sac? Oui, c'est mon sac, mais ça là, c'est pas moi qui... Peut-être que quand c'est tombé là, quelqu'un est venu mettre ça là-bas. Sinon, moi, vous voyez le cahier là c'est pour moi, mais ça là, c'est pas pour moi. Les futurs dirigeants du pays. Vous voyez, non? D'accord. Donc, je vais jeter. Comme c'est quelqu'un qui est venu mettre ça à ton insu, on va jeter. Ok? Non, donnez les bras. Vas-y, je vais jeter. Non, ici, là. Alors, à travers cette émission, vous aurez donc ces numéros de son Excellence Girard qui sensibilise, bien sûr, que l'alcool est très dangereux, surtout pour les élèves.
Merci bien pour la suite de l'émission. Nous allons parler esthétique à présent et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Biba Traoré. Biba que vous connaissez sur le plateau de Féminin Pluriel. Elle est dans l'esthétique, consultante en dermatose cosmétique. Aujourd'hui, on parle de Yellow Wellness et surtout de l'offre de Yellow Wellness à l'occasion de la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Allô Biba, comment ça va? Oui, salut ma belle, rayonnante. Je dis Merci. c'est toi qui incarne mieux Saint-Valentin à l'écran là. Tu as vu ça? Merci, comment ça va? Oui, formidable. Alors, formidable. Biba, aujourd'hui, on parle de l'offre de Yellow Wellness Exactement. concernant notamment des cadeaux qu'on peut offrir en termes de formation ou pourquoi pas des consorts tout simplement à sa dulcinée. Oui. Comme on peut l'amener aussi à apprendre un métier à travers la formation. Alors, Biba, pour toi, c'est quoi le cadeau idéal à offrir à sa conjointe ou à son conjoint pour la Saint-Valentin, bien sûr? Oui, le cadeau idéal à offrir pour moi, nous avons deux types de cadeaux. Hein. Nous avons les cadeaux éphémères, les cadeaux de plaisir et les cadeaux qui élèvent. Voilà, moi en tout cas, je préfère les cadeaux qui élèvent. Donc les formations rentrent dans le cadre des cadeaux qui élèvent, des cadeaux qui viennent transformer la vie de la personne. Bien sûr. On dit au lieu de donner du poisson, voilà, il faut apprendre la personne à pêcher. Donc voilà, ça c'est ma philosophie depuis longtemps. Voilà, c'est pour cette raison, à chaque occasion, voilà, j'encourage les gens à offrir des formations à ceux qu'ils aiment ou bien une nouvelle expérience de vie parce que c'est ça qui marque profondément. Et donc, qu'est-ce que Yellow Wellness propose pour la Saint-Valentin à venir en termes de formation? En termes de formation, nous avons lancé voilà, la formation complète en esthétique qui est déjà très très bien. La formation complète en esthétique, ce n'est pas seulement une question de beauté, c'est une question de santé parce que savoir prendre soin de sa peau et être en meilleure forme est une question d'estime de soi plus que de beauté. Donc, nous avons la formation esthétique qui est là, nous avons la fabrication des savons, des crèmes, qui est une activité de revenus. Comme vous le voyez déjà sur les réseaux sociaux, les gens se font beaucoup d'argent, voilà, en publiant leurs crèmes, leurs savons qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Donc, si toi aussi tu veux fabriquer ton argent et avoir une source de revenus constante, c'est l'une des formations qu'il faut miser à cette année. Bien sûr. Ouais. Et on a la possibilité aussi, soit d'offrir la formation à son conjoint ou à sa conjointe, ou soit d'offrir des moments de détente parce que Yellow Wellness propose ça aussi. Oui, oui, c'est un centre complet. Hein. C'est un centre qui va dans le développement personnel, dans l'élévation de la personne, dans le développement du bien-être de la personne. On va appeler ça holistique parce que tout ce qui est dans le sens du bonheur d'une personne, ça nous intéresse. Ah. Donc, on peut venir aussi en couple, pourquoi pas le jour de la Saint-Valentin pour des moments de détente. Exactement, Okay. exactement. Nous avons des soins corps en couple pour Saint-Valentin. Voilà, nous avons voilà, un espace aménagé aussi pour ceux qui veulent passer la nuit pour Saint-Valentin. Donc, nous avons beaucoup d'offres au centre de bien-être Yellow Wellness à condition de faire la réservation pour découvrir et voilà, ne pas venir à la dernière minute. C'est important. Revenons à la formation, Biba. Quelles sont les conditions pour offrir des bons de formation? Oui, les conditions sont simples. C'est déjà de prendre attache à partir, voilà, en profitant de votre plateau déjà, vous savez, grâce à vous, je vais offrir 15% de réduction à ceux qui vont nous contacter après l'émission. Donc, ça ne dure pas, hein, c'est juste 24 heures. 15% de réduction. Voilà, pour la 15% de réduction à cause de notre beauté, comme vous voyez là. Donc, voilà. Il suffit de nous écrire sur le 76 24 96 96 si c'est l'esthétique qui vous intéresse, si c'est la fabrication de crèmes qui vous intéresse ou la fabrication de savon. Et voilà, on vous transfère voilà, les modalités et voilà, à venir. Pourquoi on forme des gens aussi à ouvrir leur institut. Parce que oui, ce n'est pas un monopole. Le centre de beauté n'est pas un monopole. Donc, on veut vous former à ouvrir votre centre de beauté, à faire de l'argent et aussi à profiter vraiment de cet élan des Burkinabés. Voilà, plus de Burkinabés investissent dans leur bien-être maintenant. C'est important. Donc, ne restez pas derrière. Venez vous former pour pouvoir ouvrir vos centres de beauté et prendre soin de la peau. Alors, donc, Biba, pour les téléspectateurs, déjà,
pour la formation, c'est sur combien de temps? Pour le spécial Saint-Valentin, en tout cas la formation spéciale Saint-Valentin, c'est pour combien de temps? Oui, on a fait divers types de packages de formation. Par exemple, un couple qui veut apprendre les bases du modélage, voilà, pour pouvoir se faire plaisir à domicile chez eux. Voilà, on a fait un package spécial. Donc, en tant que couple, vous pouvez venir faire les soins corps et en même temps apprendre quelques techniques de base pour vous dépanner à la maison. Parce que ce n'est pas tout le temps, on a vraiment ce temps-là d'aller dans un centre. Voilà, donc si madame est formée ou monsieur est formé, vous arrivez vraiment à faire les soins de base à la maison. D'accord, c'est important. Oui, donc, ça dépend des packages. Oui. Il y a celles qui veulent apprendre et puis créer professionnel, voilà. Professionnel aussi, ça part de 6 à 1 année. 6 mois à 1 année. Voilà. Donc, c'est des formations à durée moyenne pour permettre aux gens vraiment de rentabiliser rapidement. C'est très important. Donc, comment on s'inscrit, Biba? Comment on s'inscrit? L'inscription est simple. Il suffit de nous écrire sur le 76 24 96 96 et dire voilà la formation qui vous intéresse et on vous envoie les modalités. Donc, c'est principalement ça. Merci. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mercredi, 17h pour Féminin Pluriel. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Et puis, on va regarder le spot publicitaire de Yellow One. Juste après, on retrouve Francis Emmanuel Zongo. Vous cherchez une formation en esthétique et cosmétique? Vous désirez apprendre à fabriquer des crèmes et laits pour le corps? Des savons bio pour tous les types de peau? Ne cherchez plus. L'Institut de beauté Yele Wellness vous offre une formation professionnelle et flexible. Où que vous soyez, vous pouvez participer à nos formations qui se passent exclusivement en ligne. Yele Wellness vous offre aussi des formations en maquillage, coiffure et autres. Avec Yele Wellness, suivez des formations professionnelles dans le confort. Toutes nos formations sont sanctionnées par des attestations. Nous sommes situés à Ouaga 2000, à 100 mètres des cités BTM. Vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok en tapant Yele Wellness. Infoline 76 24 96 96. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. De retour sur ce plateau et maintenant nous nous retrouvons pour les éphémérides. Les éphémérides du 27 janvier, donc des événements qui ont marqué le 27 janvier d'une certaine année. Donc avec Francis Emmanuel Zongo, nous on l'appelle Marouelle. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour également à tous nos fidèles téléspectateurs sur les antennes de Savan TV. Ravi de vous retrouver. Ravi également, donc bienvenue Francis. Et on débute les éphémérides avec cet événement donc du 27 janvier 2000. Ouverture d'une information judiciaire pour crime contre l'humanité à l'encontre de Hissène Habré. Voilà qui est bien dit. Nous commençons avec cette date, le 27 janvier 2000 précisément. Nous sommes au Tchad avec cette ouverture d'information pour crime contre l'humanité à l'encontre de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Il faut le dire, il est né le 13 août 1942 et décédé malheureusement le 24 août 2021. Il a été président du Tchad de 1982 à 1990. Devenu président, il fonde ce qu'on appelle l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution UNIR comme parti unique en 1984. Il dirige alors le pays pendant le conflit tchado-libyen, aboutissant à la victoire en 1987 dans la guerre des Toyota.
Quand on parle de guerre de Toyota, on pourrait se demander à quoi cela pourrait-il faire référence. Ce qu'il faut retenir quand on parle de guerre de Toyota est que c'est la dernière phase du conflit tchadio-libyen qui se déroule de janvier à septembre 1987 au Tchad et dans le sud de la Libye. Et cette dénomination vient de l'importante utilisation de pick-up de cette marque par l'armée tchadienne. Donc quand on parle de guerre de Toyota, il faut faire référence à ces marques de voitures qui ont été utilisées pendant ce conflit tchadio-libyen. Alors Hissène Habré est renversé par un coup d'État orchestré par Idriss Déby le 1er décembre 1990 et par la suite un décret a mis en place une commission d'enquête visant les crimes commis par l'ex-président et ses complices. Et en mai 1992, cette commission publie un rapport d'après lequel le régime d'Hissène Habré aurait fait au moins 40 000 morts. Donc il est condamné à la prison à perpétuité en 2017 et meurt en prison, selon certaines informations, de Covid-19 4 ans plus tard. Alors ce qu'on pourrait retenir par rapport à cette date du 27 janvier 2000, par rapport à cette ouverture d'informations sur les crimes orchestrés par Hissène Habré, ancien président tchadien. Deuxième information historique, donc 27 janvier 1945, libération d'un camp. Bien sûr, libération d'un camp, nous sommes de plein pied dans la Deuxième Guerre mondiale et nous sommes le 27 janvier 1945. Quand on parle de camp de concentration d'Auschwitz, ça fait référence au régime nazi à cette époque. Donc ils ont décidé de fermer ces différents camps qui ont porté supplice bien sûr à ces personnes qui souffraient le martyre, la communauté juive à cette époque. Alors on a décidé de fermer ce camp le 27 janvier 1945. Alors Auschwitz était le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich. Quand on parle du Troisième Reich, c'est en quelque sorte le régime de Hitler et les siens. Donc il a été à la fois un camp de concentration, un centre de mise à mort et un camp d'extermination par le travail. Le camp était divisé en 3 parties. Là, le camp de concentration d'Auschwitz qu'on appelle Auschwitz I, initialement camp de prisonniers polonais, sans oublier le camp d'extermination Auschwitz II, initialement camp de prisonniers de guerre soviétique et le camp des travailleurs forcés qu'on appelait à l'époque Auschwitz III. Et l'ensemble du camp et ses divers terrains annexes couvraient une superficie d'environ 55 km² et dont près de 10 km² pour le camp à lui seul. Et ce camp a été créé le 27 avril 1940 à l'initiative de Heinrich Himmler. Quand on parle de Himmler, c'est l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich et le camp a fait en moins de 5 ans plus de 1 100 000 victimes composées d'hommes, de femmes et d'enfants. Et les camps de concentration d'Auschwitz font souvent référence également au terme Shoah. On parlera de terme Shoah ou de l'Holocauste, ce qui est les nazis appelaient autrefois la solution finale, qui consistait à une extermination systématique des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a conduit à la disparition de 5 à 6 millions de juifs, soit les 2 tiers des juifs d'Europe et environ 40% des juifs du monde. Donc ce camp a été fermé le 27 janvier 1945. Et donc, troisième événement, Thomas Edison dépose le brevet pour son ampoule. Bien sûr, si aujourd'hui nos chers techniciens ou ingénieurs en lumière dans les différentes télés utilisent la lumière pour que nous puissions passer sur les antennes de télévision, c'est bien sûr grâce à l'ingéniosité de ces personnes qui, depuis des années, ont décidé de révolutionner les choses. Et quand on parle de ces personnes, il faut citer avec le plus grand des respects Thomas Edison, qui dépose un brevet pour son ampoule le 27 janvier 1880. Il faut le dire, c'est un inventeur prolifique qui, avec plus de 100 brevets à sa possession, et c'est l'un des pionniers de l'électricité, l'un des principaux également inventeurs du cinéma et de l'enregistrement du son. Donc nous, hommes de médias, on lui doit beaucoup pour ses inventions. On le surnomme le sorcier de Menlo Park, qui est une ville de New Jersey, qui a été rebaptisée en 1955 la ville d'Edison. Alors en 1857, âgé seulement de 10 ans, Thomas Edison possédait un petit laboratoire de chimie
dans le sous-sol de la maison parentale pour développer son intelligence et ses capacités. Il est à noter qu'Edison n'a pas inventé l'ampoule, mais il a perfectionné l'ampoule à incandescence en 1879, le rendant durable et commercialisable grâce à l'utilisation d'un filament de bambou carbonisé dans une ampoule permettant une longue durée de vie. Donc lui, il a utilisé le bambou carbonisé pour mettre dans son ampoule là, et ça permettait d'avoir une durabilité efficace, et ça a révolutionné la consommation électrique dans les différents foyers. Et moi je le tiens qu'à 10 ans il avait son laboratoire. Toi à 10 ans bon, nous on était pratiquement au CE2 CM1. Bon, bref, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Oui, c'est une journée qui fait référence à ce que nous avons suscité juste en haut par rapport à la fermeture du camp d'Auschwitz en 1945, et la communauté internationale a décidé de prendre cette date du 27 janvier pour faire référence à la fermeture de ces camps-là, pour dénoncer ce qu'on pourrait appeler de crimes contre l'humanité, de camps de concentration et d'extorsion de plusieurs personnes à la fois. Donc on célèbre cette année, 27 janvier 2026, le 81e anniversaire de la libération du camp de concentration nazi d'Auschwitz, et également un camp qui a été fermé par l'armée rouge, l'armée russe, qui a permis de mettre un terme à ces différentes concentrations dont nous penchons sur cette journée, en faisant appel à toute l'humanité, même si on n'a pas tous les moyens requis pour le faire, mais quand même changeons de comportement, pensons à l'humanité, trouvons tout simplement des choses positives entre nous et disons-nous que nous sommes des créatures divines. On doit être dans une bonne posture de s'aimer, d'être plus humain pour un monde meilleur. Et on termine par l'expression du jour, en faire tout un fromage. Oui, l'expression qu'on retient aujourd'hui, c'est l'expression en faire tout un fromage. Alors tout simplement, pour parler de cette expression, ça veut dire faire toute une histoire pour pas grand-chose, grossir à l'extrême une difficulté, s'agiter pour des choses de petite importance. Alors, on peut parler le français autrement en utilisant des expressions. Pour dire que quelqu'un, il complique les choses là, il est trop dur, voilà, il est toujours à l'extrême là, faut dire mais. Il a fait tout un courage. Ok, c'est bien noté. Merci d'enrichir notre vocabulaire. N'en fais pas tout un fromage non plus. Bien sûr, bien noté. Merci beaucoup, Francis. À demain. À demain, on se retrouve toujours avec le même plaisir pour notre chère nation, le Burkina Faso, et l'émission Bonjour le Faso, qui est connue comme... Le miroir du Faso au quotidien. Oui, et on avait utilisé une expression la fois passée. Oh là là, j'ai oublié. Voilà, révisons nos leçons. Oh, d'accord. Francis, demain, je te dis l'expression. Okay. Merci beaucoup. Et à vous, on se dit donc à demain également. Merci de nous avoir suivis. Et on se dit que ça.